Bonjour, amis, et bienvenue. Quel plaisir de vous accueillir pour ces biographies du soir, où, ensemble, nous nous détendons et nous laissons emporter par les récits apaisants de vie véritablement remarquables. Notre voyage de ce soir commence au XIXe siècle. L'air est saturé de fumée de charbon, les usines se dressent comme des géants épuisés, et un homme à la barbe célèbre pour son indiscipline est assis à la British Library, griffonnant frénétiquement des notes dans les marges des livres. Son nom, Karl Marx. Sa mission, expliquer pourquoi le monde semblait si brisé et pourquoi, peut-être, il n'était pas condamné à rester ainsi. Avant de nous plonger dans l'histoire de Marx, une petite remarque. Si ces explorations apaisantes de vie marquante vous aident à vous détendre, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Cela permet véritablement à d'autres esprits curieux de découvrir ces histoires. Et nous sommes toujours curieux de connaître vos impressions. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de Marx et quel personnage historique vous aimeriez que nous explorions dans notre prochaine biographie du soir. Le marxisme est un terme souvent galvaudé, tantôt comme slogan, tantôt comme mot d'ordre. Mais faisons abstraction du superflu. Au fond, il s'agit simplement d'une question. Et si le travail n'était pas forcément une souffrance ? Et si les objets que nous fabriquons, les vêtements que nous cousons, les aliments que nous cultivons, les maisons que nous construisons appartenaient réellement à ceux qui les produisent ? Marx a consacré sa vie à poursuivre cette idée, à travers les faillites, l'exil et d'innombrables cafés immondes. Bien sûr, l'histoire s'est emparée de ces théories et les a développées de manière débridée. Révolutions, manifestes, gouvernements qui se sont succédés en son nom. Mais ce soir, nous ne sommes pas là pour le spectacle. Nous sommes là pour rencontrer l'homme derrière le mythe. Un penseur brillant, obstiné et profondément humain, qui aspirait à un monde plus juste. Alors que la journée touche à sa fin, commençons à retracer la vie et l'époque de ce penseur d'une influence considérable. Voici la biographie de Karl Marx, racontée avant de dormir. Chapitre 1, le garçon qui voulait bouleverser le monde. L'histoire commence en 1818, dans la paisible ville de Trèves, en Allemagne, au bord de la Moselle. Un lieu où les ruines romaines se mêlent doucement aux eaux de la rivière et où les vignes s'étendent, verdoyantes et paisibles, sous le soleil d'été. C'est là, dans une maison sans prétention de la rue Bruckengasse, qu'un garçon nommé Karl Marx prit ses premières respirations. Son père, Heinrich, était un avocat respecté, animé d'idéaux des Lumières. Cet homme s'était converti du judaïsme au luthéranisme davantage par intérêt professionnel que par quête spirituelle. Le jeune Karl allait hériter de ce pragmatisme, mais aussi d'une énergie bien plus explosive. La maison des Marx vibrait d'une intense activité intellectuelle. Heinrich remplissait la maison d'ouvrages de Voltateur et de Kant, tandis que la mère de Karl, Henrietta, veillait à ce que le garde-manger soit toujours garni de fromage hollandais et que les enfants soient imprégnés de vieux proverbes néerlandais. Le jeune Karl absorba tout cela, les livres, les débats, la conviction que le monde pouvait être transformé par la raison. Lorsqu'il entra au lycée Friedrich Wilhelm, ses professeurs remarquèrent deux choses. Premièrement, le garçon rédigeait des dissertations d'une profondeur étonnante pour son âge. Deuxièmement, il possédait ce qu'un professeur qualifiait d'habitude des plus troublantes, celle de remettre en question chaque prémisse qui lui était soumise. À 17 ans, Marx rédigea sa dissertation de fin d'études sur l'union des fidèles avec le Christ. Le langage était conventionnel, mais, entre les lignes, vibrait une idée radicale, une vision de l'humanité unie non par le dogme, mais par la lutte commune. C'était comme si le jeune homme pressentait déjà le thème qui allait marquer sa vie. Nos liens terrestres importent plus que nos liens célestes. Son directeur, pressentant peut-être des difficultés à venir, écrivit dans le certificat de fin d'études de Karl que, malgré son intelligence remarquable,
son travail souffrait d'une surabondance d'énergie intellectuelle. Pendant ce temps, la vallée de la Rhine qui l'entourait murmurait des histoires plus anciennes. Les ruines d'amphithéâtres romains côtoyaient des maisons de corporations médiévales, toutes dominées par la bureaucratie prussienne qui gouvernait désormais Trèves. Les contradictions s'accumulaient comme les terrasses des vignobles, anciennes et modernes, libres et enchaînées, sacrées et profanes. Marx passerait sa vie à analyser ces contradictions, sans pouvoir encore le savoir. Pour l'instant, il n'était qu'un jeune homme brillant, à la chevelure noire et à l'agitation qu'aucun vin ne pouvait apaiser. Son père rêvait que Karl devienne avocat, respectable, à l'aise financièrement, perpétuant ainsi la solide stabilité bourgeoise de la famille Marx. Mais le garçon, qui avait grandi entre les livres des Lumières et la censure prussienne, entre ses racines juives et sa conversion au luthéranisme, nourrissait déjà des questions trop dangereuses pour les tribunaux. En 1835, il partit pour l'université, emportant une malle de vêtements, la tête pleine d'idées et le cœur prêt à la rébellion. Les rives tranquilles de la Moselle ne le reverraient plus qu'occasionnellement. Le fils prodigue revenait entre deux exils, chaque fois un peu plus radical, un peu plus convaincu que le monde avait besoin non pas de réformes timides, mais d'un changement révolutionnaire. Chapitre 2 – L'apprenti rebelle de Hegel. Les années universitaires arrivèrent comme une tempête, balayant les dernières retenues de ce jeune homme indomptable. En 1835, son quotidien fut fait de bagarres de taverne et de cicatrices de duel, bien loin des vignobles paisibles de Trèves. À 18 ans, Karl se lança à corps perdu dans le monde universitaire, rejoignant le club des poètes, s'endettant pour des manteaux sur mesure et des cigares espagnols, allant même jusqu'à se faire arrêter pour ivresse lors d'une nuit arrosée. Les lettres de son père devenaient de plus en plus désespérées, mêlant réprimandes financières et inquiétudes paternelles. « Vos frasques nocturnes dans les rues, écrivait un riche, pourraient peut-être être excusées chez un adolescent, mais pas chez un futur homme d'État. » Pourtant, Marx n'était pas destiné à une carrière politique. En 1836, il s'installa à Berlin, troquant le vin de riz contre l'austérité prussienne. Les amphithéâtres de l'université de Berlin, imprégnés d'encre et d'ambition, vibraient des idées de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. La philosophie hegelienne, selon laquelle l'histoire progresse par des affrontements dialectiques de forces opposées, électrisa Marx. Il rejoignit les jeunes hegeliens, un cercle de penseurs radicaux qui s'approprièrent les méthodes de Hegel et les retournèrent contre l'État prussien lui-même. Les nuits se fondaient dans les jours, dans des pièces enfumées où l'on débattait de la religion, qu'on qualifiait d'opium du peuple, et de la monarchie, relique du passé. La transformation était saisissante. L'étudiant en droit, arrivé à Berlin avec le rêve d'une carrière respectable, griffonnait désormais des poèmes passionnés sur les ténèbres infernales et la chute des dieux. Son père, témoin de cette rébellion philosophique qui se déroulait à travers des lettres de plus en plus incohérentes, s'affola. « Pour l'amour de Dieu, implora un riche. Quand vas-tu enfin te comporter en chrétien digne de ce nom et cesser de fréquenter ces intellectuels athées ?» Mais Marx avait déjà pris ses distances. Il cessa complètement d'assister aux cours de droit, laissant ses études officielles péricliter tandis qu'il se passionnait pour la philosophie, l'histoire et l'économie. Dès 1839, Marx travaillait sur sa thèse doctorale sur le matérialisme grec antique, une critique subtile de la philosophie idéaliste qui dominait l'Allemagne. Il la soumit non pas à l'université conservatrice de Berlin, mais à l'université plus libérale de Jena, et obtint son doctorat en 1841, à seulement 23 ans. Le nouveau docteur en philosophie rêvait d'une carrière universitaire, mais le gouvernement prussien en décida autrement. Lorsque son mentor, Bruno, fut renvoyé pour ses idées radicales, Marx comprit que les portes de l'université lui étaient fermées. Le jeune philosophe s'engagea alors sur une autre voie, qui ne le mena pas autour d'Ivoire,
mais au journalisme d'investigation, à la politique révolutionnaire, finalement, dans les bras d'un certain Friedrich Engels, fils d'un industriel. Mais cette rencontre, comme tant d'autres choses, devrait attendre. Pour l'heure, Marx quitta Berlin avec un diplôme qui lui serait inutile, des idées trop dangereuses pour la Prusse et une soif d'apprendre qui le mènerait à travers l'Europe et l'inscrirait dans l'histoire. L'étudiant fêtard était sur le point de devenir un révolutionnaire. Les lendemains de fêtes difficiles persisteraient, mais désormais accompagnés d'une force bien plus puissante, une colère grandissante contre le monde tel qu'il était et une détermination farouche à le transformer. Chapitre 3 – L'ennemi juré du capteur. Le radical, les yeux tachés d'encre, trouva son premier champ de bataille non pas dans la rue, mais dans les pages d'un journal en difficulté. Cologne, 1842. Marx, alors âgé de 24 ans et débordant de théories non éprouvées, prit la direction du Rheinische-Zung, la publication libérale devint son laboratoire. Chaque éditorial était une flèche soigneusement ciblée contre l'autoritarisme prussien. Il écrivait sur le sort des viticulteurs de Moselle écrasés par les taxes, se moquait des censeurs qui expurgeaient ses articles et affinait peu à peu son style si particulier, ce mélange puissant de rigueur scientifique et de sarcasme mordant. Sous sa direction, le tirage du journal tripla, aux grandes dames du gouvernement. Mais la patience prussienne s'épuisa. Lorsque Marx défendit le droit des paysans à ramasser le bois mort dans les forêts aristocratiques, son premier engagement sérieux en faveur des droits de propriété, les autorités réagirent violemment. Le journal cessa de paraître en mars 1843. Son dernier numéro, imprimé entièrement à l'encre rouge, fut un adieu provocateur. Marx, désormais fiché dans plusieurs Länder allemands, se trouvait face à un choix, le silence ou l'exil. Il choisit l'exil avec son panache habituel, épousant sa fiancée Jenny von Westphalen cet été-là avant de traverser la frontière française. Paris, en 1843, fut une révélation. L'air y était imprégné d'odeurs de révolution et de tabac bon marché, et les cafés grouillaient d'exilés politiques venus de toute l'Europe. C'est là que Marx découvrit ce que la Prusse n'avait jamais permis, un espace où les idées radicales pouvaient s'épanouir. Il s'immergea dans les milieux intellectuels underground de la ville, débattant avec des anarchistes et des socialistes utopistes jusque tard dans la nuit. C'est durant ces mois d'intense activité intellectuelle que Marx entreprit le projet de toute une vie, démasquer les rouages implacables du capitalisme, sans en révéler le vernis. Un soir tard, penché sur son bureau dans leur petit appartement, Marx montra à Jenny ses dernières notes. Ces penseurs français, murmura-t-il, rêvent magnifiquement, mais bâtissent des châteaux en Espagne. Ses doigts laissaient des traces sur la page tandis qu'il traçait des liens entre philosophie et économie, entre les idées et les travailleurs qui, concrètement, ont fait avancer l'histoire. Jenny, toujours sa première éditrice, lui signala un passage particulièrement dense, trop abstrait, selon elle. Si tu veux changer les choses, il te faudra parler à la réalité des gens. Cette leçon marqua profondément Marx, et son séjour à Paris aiguisa sa pensée. Il cofonda le Deutsche Französische, une revue radicale qui ne parut qu'une seule fois avant que ses bailleurs de fonds prussiens ne se rétractent. Mais ce numéro contenait le premier essai de Marx sur la question juive, marquant sa première rupture majeure avec la politique libérale. La conclusion de cet essai était stupéfiante. La véritable liberté exigeait plus que des droits politiques. Elle requérait le renversement du système économique qui aliénait les hommes de leur travail. Alors que l'hiver s'installait sur Paris, la barbe de Marx s'épaississait et ses critiques se faisaient plus incisives. Les espions prussiens remarquèrent le jeune Allemand, réputé dangereux, qui tenait salon au café de la Hanse. En janvier 1845, le gouvernement français, sous la pression de Berlin, émit un ordre d'expulsion. Marx fit de nouveau ses valises,
cette fois-ci pour Bruxelles. Il l'ignorait encore, mais ses années d'exil errant ne faisaient que commencer. Chapitre 4 : Le capitaliste qui finança la Révolution. La rencontre qui allait changer le cours de l'histoire se produisit presque par hasard. Paris, août 1844. Un café près de la rue Vaneau, où l'air était saturé de vapeurs de café et de conversations révolutionnaires. Friedrich Engels, tout juste âgé de 24 ans, mais déjà endurci par 2 années passées dans l'entreprise textile de son père à Manchester, avait cherché à rencontrer Marx après avoir lu ses essais sur Yabuka. Leur première rencontre, 1 an auparavant, avait été froide. Marx, le grand philosophe, avait d'abord balayé d'un revers de main le jeune homme d'affaires, le qualifiant de simple socialiste utopiste. Mais cette fois, Engels arriva muni d'un atout irrésistible, des données. Il fit glisser un manuscrit sur la table, dont les pages étaient maculées de crasse et d'encre. La condition de la classe ouvrière en Angleterre révélait les horreurs dont Engels avait été témoin, des enfants au dos courbé par des journées de travail de 16 heures, des ouvriers qui crachaient des peluches à cause de l'air vicié des usines, des familles entières sacrifiant leur dignité pour quelques centimes. Marx, qui avait théorisé sur l'aliénation loin du confort des bibliothèques, se retrouva confronté à une réalité viscérale. Tandis qu'Engels parlait, d'une voix basse mais pressante, de l'esclavage salarial et des rouages de l'exploitation, un déclic se produisit. Nous terminions les phrases l'un de l'autre. Engels se souviendra plus tard, à la dernière minute, ils préparaient une collaboration. Leur partenariat devint le moteur d'une théorie révolutionnaire. Engels, l'observateur pragmatique prêt à tout pour acheter l'encre de marque, ancrait une intelligence abstraite brillante dans des détails concrets. Marx, le systématisateur infatigable, transforma les observations d'Engels en une vaste analyse historique. Ensemble, ils écrivirent La Sainte Famille, une critique acerbe de leurs anciens amis hegéliens. Leur séance d'écriture se prolongeait tard dans la nuit, alimentée par du vin bon marché et les cigares dont Engels semblait avoir une réserve inépuisable. Le seul luxe que je m'accorde, plaisantait-il, bien qu'il hériterait bientôt de cette même machinerie capitaliste qu'il abhorrait. Jenny Marx, observant depuis l'embrasure de la porte, souriait à la vue de son mari riant, même pour une fois. Son intensité sombre habituelle était allégée par l'humour peint sans rire d'Engels. Mais leur lien dépassait le cadre intellectuel. Lorsque Marx fut expulsé de Paris en 1845, Engels le suivit à Bruxelles sans hésiter, bien qu'il ne fût encore qu'un simple clerc vivant des miettes que lui laissait son père. Plus tard, en tant qu'associé d'Engels, ce dernier devint malgré lui le pilier de Marx, lui reversant une partie de ses revenus bourgeois à la famille qui dénonçait la bourgeoisie. Il fallait bien que quelqu'un gagne de l'argent, soupira Engels. Et ce ne serait certainement pas Karl. Lorsque les deux hommes eurent besoin de confronter leur théorie à la réalité, ils entreprirent un voyage de 6 semaines à travers les bidonvilles industriels anglais. Les usines textiles de Manchester devinrent leur terrain d'apprentissage. La misère dont ils furent témoins renforça leur conviction que le capitalisme était non seulement imparfait, mais voué à l'échec. En 1847, leurs idées étaient suffisamment mûries pour attirer l'attention de la Ligue des Justes. Dans un pub londonien appelé le Lion Rouge, Marx et Engels remanièrent le manifeste de la Ligue, le rendant plus incisif et plus virulent. Tandis qu'Engels lisait à haute voix le brouillon, les ouvriers rassemblés se penchaient en avant. La célèbre phrase finale du document, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », n'était pas qu'une simple rhétorique. C'était un cri de ralliement forgé entre la ferveur philosophique de Marx et la connaissance directe de l'oppression par Engels. Le théoricien et le témoin, le rebelle et son banquier. Une alliance née autour d'une table de café allait ébranler des empires, financés, ironiquement, par le système même qu'elle cherchait à détruire. Chapitre 5 :
3 pages qui ont bouleversé le monde. La Ligue des Justes murmurait depuis des années qu'elle appelait à la révolution. Un réseau disparate d'exilés allemands et de tailleurs mécontents se réunissant dans l'arrière-boutique londonienne. Mais lorsque Marx et Engels arrivèrent en 1847 avec leur projet de manifeste, les murmures se muèrent en un rugissement. Le groupe se rebaptisa Ligue des communistes, abandonnant son ancien mysticisme conspirateur pour une approche plus audacieuse, un plan scientifique pour la lutte des classes. Cet hiver-là, à Bruxelles, le petit appartement de Marx devint le quartier général officieux de la Ligue. Jenny Marx servait le thé à une succession de cordonniers et d'imprimeurs tandis que son mari arpentait la pièce, dictant des passages qui allaient devenir le manifeste communiste. Angle, toujours soucieux de la correction, ciselait les phrases germaniques de Marx en des vers incisifs et percutants. « Un spectre hante l'Europe », commença Marx un soir à minuit, s'interrompant lorsqu'Angle griffonna une note en marge, trop poétique. Mais la phrase demeura, son rythme sinistre parfait pour annoncer la tempête imminente. Le manifeste tenait moins du livre que de l'explosion, 23 pages seulement qui réduisaient l'histoire humaine à une seule loi. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire des luttes de classe. Il dépeignait le capitalisme comme un système vampirique, louait la bourgeoisie pour sa destruction révolutionnaire du féodalisme, puis annonçait son effondrement inévitable. L'écriture était d'une verve mordante. La bourgeoisie a dépouillé de son aura toutes les professions autrefois honorées. Elle a transformé le médecin, l'avocat, le prêtre en simples salariés. Lorsque la Révolution éclata à Paris en février 1848, renversant la monarchie en 3 jours chaotiques, le manifeste sembla prophétique. Marx, expulsé de Bruxelles, se précipita à Paris, acclamé par les radicaux allemands en exil comme leur théoricien. En avril, il lança à Cologne un nouveau journal radical, le Rheinische Zeitung, exhortant les ouvriers allemands à dépasser les réformes bourgeoises. Angle, toujours philosophe-soldat, prit les armes aux côtés des révolutionnaires de Bonn. Mais la situation bascula rapidement. En 1849, les troupes prussiennes écrasèrent les rébellions. Le journal de Marx fut interdit. Son dernier numéro fut imprimé à l'encre rouge, en signe de défi. Menacé d'arrestation, il s'enfuit à Londres avec Jenny, enceinte de leur 4e enfant, et leur maigre possession. Angle, après une fuite périlleuse à travers la Suisse, les rejoignit. Alors qu'ils se regroupaient dans un immeuble humide de Soho, l'ampleur de leur échec leur apparut clairement. Les révolutions s'étaient effondrées. La Ligue des communistes était en lambeaux. Leur manifeste s'était à peine vendu à une centaine d'exemplaires. Pourtant, dans cet exil étouffant, un phénomène curieux se produisit. Le manifeste commença à circuler clandestinement, introduit en Allemagne dans des ballots de coton, transmis de main en main dans les milieux ouvriers français. Un texte écrit à la hâte devenait le texte sacré d'un mouvement qui commençait à peine à prendre forme. Marx ne pouvait alors savoir que les vers les plus célèbres de son pamphlet résonneraient un jour dans toutes les langues du monde. Pour l'instant, il n'y avait que le froid humide de Londres, les cris de ses enfants malnutris et le travail lent et obstiné de concevoir une nouvelle. Chapitre 6 – Le profit du musée. Le Londres des années 1850 accueillit la famille Marx comme une toux humide et persistante. Leurs 2 pièces de Dean Street, à Soho, empestaient le pain rassis et la laine mouillée. Les murs étaient si fins qu'ils entendaient les disputes de leurs voisins sans la moindre hésitation. Marx, désormais apatride et sans le sou, passait ses matinées à patauger dans le brouillard jusqu'à la salle de lecture du British Museum, temple du savoir où il pouvait se réchauffer les doigts gelés tout en étudiant les rapports parlementaires sur les conditions de travail dans les usines. Les gardiens du musée le connaissaient comme ce médecin allemand qui occupait la même place du matin au soir, entouré de piles de livres branlantes,
ses annotations en marge devenant de plus en plus véhémentes à mesure qu'il analysait les rouages du capitalisme à travers des données économiques arides. Chez eux, la réalité était plus sombre. 3 de leurs enfants, Guido, Francisca et Edgar, allaient mourir durant ces années, victimes de la malnutrition et de la tuberculose qui sévissaient dans les taudis londoniens. Marx dut mettre son manteau en gage en hiver pour acheter des médicaments, puis, transi de froid, rédigeait des articles pour le New York Tribune sous le pseudonyme d'un correspondant londonien, des dépêches ironiques sur la politique européenne qui lui rapportaient tout juste de quoi se tenir à distance des huissiers. Jenny, fille d'un aristocrate prussien, apprit à faire durer une miche de pain pendant 3 jours, les mains rougies par le lavage du linge dans la bassine commune. Pourtant, dans cette obscurité intime, Marx préparait l'œuvre de sa vie. Les notes qu'il griffonnait au musée, remplies d'équations reliant les prix du coton à la famine des ouvriers, furent les premiers fils du capital. Il écrivait frénétiquement, souvent debout à son bureau pour rester éveillé, les toux de ses enfants lui parvenant à travers les cloisons fines. À la mort du petit Edgar en 1855, Marx noya son chagrin dans le travail, confiant à Angle « Je dois sauver ce qui peut encore l'être ». Le manuscrit avançait par à-coups, interrompu par des furoncles, des crises de nerfs dues au stress et des querelles avec d'autres révolutionnaires exilés qui l'accusaient d'abandonner toute politique pragmatique pour la théorie. Malgré tout, Angle demeura son pilier. Ces versements mensuels, terme sarcastique employé par Marx pour désigner l'argent, arrivaient avec une régularité d'horloge, bien qu'Angle lui-même fût prisonnier à Manchester, à la tête de l'entreprise familiale qu'il détestait. Leurs lettres relataient l'absurde dualité de leur existence. Angle décrivait les profits de l'industrie textile qui finançait le loyer de Marx. Pendant ce temps, Marx détaillait ses dernières découvertes sur la plus-value, ce vol dissimulé dans les comptes de chaque industriel. En 1857, un krach financier mondial contraignit Marx à retourner au musée avec une urgence renouvelée. Le déluge arrive, écrivait-il à Angle, convaincu que les contradictions du capitalisme allaient enfin exploser. Le système s'adapta, les usines rouvrirent, et Marx, toujours inédit, se retrouva au point de départ. Mais quelque chose avait changé durant ces années de désespoir silencieux. L'homme qui émergea des années 1850 n'était plus le jeune journaliste fougueux, mais un érudit qui avait contemplé l'abîme du capital et entrepris d'en cartographier les contours. Le premier volume du Capital demeurait inachevé, ses pages tachées de thé et de tabac. Mais son intuition centrale résonnait désormais avec une clarté implacable. Tout le système reposait sur une alchimie simple et brutale, la conversion de la sueur humaine en or, du travail vivant en capital mort. Et Marx, l'éternel exilé, allait passer le reste de sa vie à documenter ce crime avec une méticulosité et des détails bouleversants. Chapitre 7 – Le monstre du British Museum. Dès les années 1860, Marx était devenu une figure permanente de la salle de lecture du British Museum. Le spectre hirsute et taché d'encre hantait le rayon d'économie. Les gardiens connaissaient ses habitudes. Il arriva à la sonnerie, prit place, la 07, exigea les derniers rapports d'inspection des usines et griffonna frénétiquement des notes jusqu'à en avoir des crampes aux mains. Sa barbe avait grisonné, sa toux s'était aggravée sous l'épaisse brume londonienne, mais son esprit était plus en ébullition que jamais. Sur le bureau devant lui, un manuscrit monstrueux prenait forme, tel un croisement infernal entre une thèse de doctorat et un cocktail Molotov. Son nom, Das Kapital. Sa mission, disséquer le capitalisme jusqu'à son cœur sclérosé et palpitant. L'écriture de ce texte mêlait rigueur académique et tragédie burlesque. Les furoncles de Marx, ces plaies douloureuses qui le tourmentaient depuis les années 1850, s'enflammaient dès qu'il restait assis trop longtemps, l'obligeant à écrire debout, à la manière de certains adeptes des bureaux debout de l'époque victorienne.
Ses lettres à angles ressemblent au journal intime d'un hypocondriaque. Ses satanés furoncles ont migré vers mes fesses, rendant la réflexion et la position assise tout aussi impossibles. Pendant ce temps, Jenny a de nouveau mis en gage l'argenterie familiale pour acheter du papier, tandis que la petite Helena Marks, 6 ans, s'exerçait à écrire en recopiant des passages sur le fétichisme de la marchandise. La vie domestique était devenue un étrange mélange de routine bourgeoise et de ferveur révolutionnaire. Les conversations du petit déjeuner pouvaient dévier des leçons de piano de la petite Laura jusqu'au rythme précis auquel les patrons d'usine exploitaient leurs ouvriers. Le capital n'était pas tant écrit qu'exposé. Chaque chapitre puisait dans 20 années de recherche. Marx l'a rempli d'histoires d'horreur gothique sur l'Angleterre industrielle. Des enfants aux os ramollis par les émanations de phosphore, des couturières s'effondrant après des journées de 30 heures, des familles entières vivant dans des cercueils d'hospice. Littéralement, certains refuges londoniens louaient des boîtes en bois pour un penny la nuit. Il maniait le sarcasme comme un scalpel, consacrant des pages entières à se moquer des subtilités théologiques des économistes qui considéraient les marchés comme des lois naturelles plutôt que comme des inventions humaines. La métaphore centrale du livre, le capital comparé à un vampire se nourrissant du travail vivant, n'était pas qu'une simple figure de style. C'était le cri d'un homme qui avait passé trop de nuits à lire, à la lueur du gaz, les rapports des inspecteurs d'usine. Lorsque le premier volume parut enfin en 1867, le silence fut assourdissant. Le premier tirage de 1000 exemplaires prit la poussière dans les entrepôts de Hambourg. Le Times de Londres l'ignora. Même ses camarades socialistes se plaignirent de sa densité. Auguste Bill se plaignit de maux de tête. Seul Angle en perçut le potentiel explosif, publiant de fausses critiques dans la presse allemande pour susciter l'intérêt. Une campagne de marketing sauvage entièrement dédiée à Elektra. Lentement, de façon improbable, elle trouva son public. Des ouvriers autodidactes de Leipzig se passaient les équations de Marx après leur service. Des nihilistes russes faisaient passer clandestinement des copies à travers les portiques du tsar. Même quelques bourgeois curieux et étranges, qui avaient sans doute besoin d'aide pour dormir. Les critiques qui s'y sont intéressés sont complètement passés à côté du sujet. Un critique allemand a loué le style littéraire raffiné de Marx tout en rejetant ses idées économiques, comme on complimenterait la lame polie d'une guillotine. D'autres se focalisèrent sur son prétendu matérialisme, négligeant la dimension humaine, souvent sombre, qui sous-tendait ses arguments économiques. Derrière les données, Marx décrivait un système qu'il percevait comme intrinsèquement instable, marqué par une aliénation généralisée et des cycles de crise, et qui, selon lui, portait en germe une transformation profonde et future. Tout au long de ce processus, Marx n'a cessé de réviser, d'étoffer, fidèle à son habitude, de procrastiner. Les volumes 2 et 3 n'existaient que sous forme d'ébauches chaotiques, leurs pages parsemées de digressions sur les droits fonciers médiévaux et la composition chimique des engrais. Il promettait à Angle 6 semaines de corrections supplémentaires, puis disparaissait pendant des mois, se perdant dans des digressions interminables, pour n'en ressortir qu'avec 50 nouvelles pages sur les techniques de filage du coton, mais aucun chapitre achevé. Le projet devint son obsession, son roi Lear, sa partie d'échecs sans fin contre un système économique aux règles constamment modifiées. Et pourtant, malgré son état inachevé, le capital accomplit un exploit remarquable. Il rendit visible l'invisible, transformant les horreurs quotidiennes de la vie en usine en preuve d'un système bâti sur le vol de temps. Lorsque les ouvriers du textile de Manchester commencèrent à citer ces passages lors des réunions syndicales, lorsque les socialistes allemands utilisèrent ces formules pour calculer les salaires équitables, Marx s'accorda un rare moment de fierté. Le livre qui n'était au départ qu'un murmure au British Museum était en train de devenir une arme qui survivrait à son auteur, à ses premiers lecteurs et même au XIXe siècle.
le monstre était lâché. Chapitre 8, la Fraternité internationale des hommes très en colère. Londres, 28 septembre 1864. Une grande réunion publique se tient à Saint-Martin-es-Hall, à Longacre. L'atmosphère est chargée d'anticipation et de débats passionnés d'une assemblée diverse. Des puritains français, des républicains italiens, des syndicalistes britanniques et des exilés allemands, dont le zèle révolutionnaire était resté intact depuis 1848, se réunissent pour défendre les droits des travailleurs dans un mélange de langues. Karl Marx était une figure centrale parmi les participants. Il allait bientôt devenir le principal artisan de l'Association internationale des travailleurs, le premier grand mouvement socialiste de l'histoire, fondé lors de cet événement même. La première internationale naquit d'un mélange d'idéalisme et de désespoir. Les travailleurs européens étaient broyés par les rouages du capitalisme industriel. Les usines textiles anglaises payaient des salaires de misère. Les mineurs français vivaient comme des taupes sous terre. Des enfants allemands perdaient des doigts dans les usines. Marx, désormais âgé de 46 ans et jouant les sages, y vit une opportunité. Nous devons devenir les généraux de la classe ouvrière, dit-il à Engels, bien qu'aucun des deux n'eût jamais tenu d'armes. Le plan ? Unir toutes les factions radicales sous une même bannière. Le problème ? Les radicaux détestent l'unité presque autant que les capitalistes. Le génie de Marx résidait dans la formulation vague des statuts fondateurs de l'Internationale, qui permettaient à chacun de s'y conformer. Ces statuts promettaient l'émancipation des classes laborieuses sans en préciser les modalités. Le discours inaugural, rédigé par des militants en une nuit d'excès de caféine, dénonçait le capitalisme avec une verve shakespearienne. La misère des masses laborieuses n'a pas diminué entre 1848 et 1864, tout en évitant soigneusement des termes comme révolution ou dictature. C'était une politique révolutionnaire à l'épreuve du feu. Les anarchistes français voyaient des communes décentralisées, les syndicalistes britanniques aspiraient à de meilleurs salaires, et Marx y voyait les germes de son socialisme scientifique. Pendant quelques années glorieuses, cela fonctionna. L'Internationale devint un centre névralgique des mouvements sociaux à travers l'Europe. Lorsque les bronziers parisiens se mirent en grève, les dockers londoniens envoyèrent des fonds. Lorsque les patrons d'usines suisses baissèrent les salaires, des tracts allemands apparurent mystérieusement dans les gamelles des ouvriers. Marx, le chef nominal de cet empire hétéroclite, passait ses journées à jouer les médiateurs entre les factions tout en manœuvrant secrètement pour purger ses rangs des anarchistes. Son ennemi juré, Mikhaïl Bakounine, était un anarchiste russe à la carrure imposante, partisan des soulèvements spontanés et qui, selon la légende, mangeait 12 œufs crus au petit déjeuner. Leur querelle idéologique se manifestait par une correspondance de plus en plus mesquine. Marx se moquait des projets puérils de Bakounine. Bakounine traitait Marx de juif sournois. L'expérience s'effondra en 1872 lorsque Marx s'empara de l'organisation par une prise de contrôle. Craignant que la faction de Buchanan ne prenne le pouvoir, il fit transférer le siège des internationales à New York, ce qui, au XIXe siècle, équivalait à délocaliser le département de son rival en Antarctique. L'organisation survécut tant bien que mal pendant 4 ans avant de se dissoudre, ruinée et divisée. Pourtant, comme la plupart des échecs de Marx, la première gauche internationale a laissé des traces partout. Elle a prouvé que les travailleurs pouvaient s'organiser par-delà les frontières. Elle a popularisé des termes comme prolétariat et bourgeoisie. Et elle nous a légué les fondements des luttes intestines de la gauche. Chaque schisme socialiste depuis lors, des trotskistes contre les staliniens aux partisans de Bernie Sanders contre les démocrates pro-Warren, doit quelque chose à ces réunions enfumées. Marx, fidèle à lui-même, resta impassible face à l'effondrement. L'Internationale a fait son œuvre, dit-il en haussant les épaules,
déjà plongé jusqu'au coude dans ses notes pour le prochain volume du Capital. D'ailleurs, l'histoire avait une drôle de façon de ressusciter ses projets au moment où on s'y attendait le moins. Dans quelques mois, les ouvriers parisiens se soulèveraient dans la Commune, et soudain, tout le monde citerait à nouveau Marx. Chapitre 9, 70 jours qui ont ébranlé le monde. Paris, mars 1871. La ville embaume la poudre et le pain frais, un mélange improbable qui résume parfaitement l'instant. Les ouvriers ont pris le pouvoir. Non pas grâce à une révolution marxiste savamment orchestrée, mais parce que le gouvernement français a littéralement fui, abandonnant la capitale aux Prussiens et à ses propres citoyens. Ce qui en ressort, c'est le premier État ouvrier de l'histoire, la Commune de Paris, une expérience chaotique de démocratie radicale, où des serveurs débattent d'économie à l'hôtel de ville et où des artistes repensent les programmes scolaires. Notre théoricien barbu, à Londres, manque de s'étouffer avec son thé en apprenant la nouvelle. Après des décennies à prédire la révolution prolétarienne, la voilà qui se déploie spontanément, chaotiquement et à l'opposé de tout ce qu'il avait imaginé. Les communards n'ont pas lu le Capital, qui se vend encore à peine, n'ont pas attendu que les conditions historiques soient propices, et ne l'ont même pas consulté. Pendant 2 mois, Marx oscille entre exaltation et panique pure, envoyant à Paris des lettres arrivées trop tard pour avoir un quelconque impact. Les innovations de la Commune ressemblent à un rêve socialiste fiévreux. Les usines sont réquisitionnées et transformées en coopératives, les biens de l'Église sont redistribués, l'armée permanente est abolie. Nathalie Lem, une sage-femme hongroise devenue révolutionnaire, organise des cuisines communautaires gratuites. Louise Michel, une institutrice radicale, mène des bataillons de femmes sur les barricades. Le Louvre devient un cercle politique où des artistes débattent des droits des travailleurs. C'est exactement ce que Marx avait théorisé, et rien de ce qu'il avait imaginé. De retour à Londres, Angles arpentent leur bureau exigu, mettant à jour avec enthousiasme les cartes de bataille comme s'il assistait à un match de football particulièrement palpitant. « Ils tiennent plus longtemps », s'exclame-t-il un jour, avant de se lamenter le lendemain. Les Versilèles ont repris les canons. Pendant ce temps, Marx griffonne frénétiquement des notes qui annonceront la guerre civile en France. Son analyse du drame qui se déroule. Son écriture saisit la beauté tragique de la Commune, glorieuse préfiguration d'une société nouvelle, même s'il en connaît déjà la fin. Et quelle fin? En mai, les troupes gouvernementales françaises prennent d'assaut Paris avec une brutalité qui choque même les correspondants de guerre les plus aguerris. Les pavés se teintent de sang tandis que quelques 20 000 communards sont exécutés en une seule semaine. Des femmes sont abattues, serrant leurs enfants dans leurs bras. Des radicaux sont alignés face aux bourreaux et fusillés avec une telle efficacité que le mur est encore visible aujourd'hui, criblé de balles. Les témoins affirment que le sang coule à flot pendant des jours. Lorsque la fumée se dissipe, la brochure de Marx devient une lecture incontournable pour les radicaux du monde entier. Sa description de la Commune comme la forme politique enfin découverte permettant d'œuvrer à l'émancipation économique des travailleurs est citée dans tous les cercles révolutionnaires, de Saint-Pétersbourg à Chicago. Mais en privé, il est bouleversé. Les travailleurs ont eu leur chance et ont été massacrés pour cela. Le vieil homme passe des semaines à dévorer les journaux parisiens, suivant du doigt, tremblant, les listes d'exécution. L'héritage de ces 72 jours entra à jamais les mouvements socialistes. Lénine étudiera avec obsession les erreurs de la Commune avant 1917. Mao s'en inspirera. Aujourd'hui encore, l'expression « Commune de Paris » évoque à la fois le romantisme révolutionnaire et une prudence brutale. La preuve que les travailleurs pouvaient s'autogouverner, et la preuve de ce qui arrive lorsqu'ils essaient. Quant à notre exilé londonien, il se retrouve face à un paradoxe. L'histoire avait enfin suivi son scénario, pour en réécrire la fin dans le sang.
La prochaine révolution, comprend-il, exigera plus que des barricades et de bonnes intentions. Il lui faudra une armée. Chapitre 10. Le dernier terrier de la vieille taupe. Les années 1870 arrivent comme une avalanche de mauvaises nouvelles au ralenti. Le corps de Marx se désagrège. Ses poumons halètent comme des soufflets brisés. Sa peau se couvre de furoncles purulents. Et son foie semble avoir pris son indépendance. Le révolutionnaire qui écrivait jadis sur l'effondrement inévitable du capitalisme passe désormais plus de temps à discuter de son propre effondrement inévitable avec une ribambelle de charlatans. « Je suis une machine condamnée à dévorer des livres », gémit-il à Angle, et voilà que cette satanée machine est en train de tomber en panne. La toux de génie l'inquiète davantage. Son épouse depuis près de 40 ans, l'aristocrate prussienne qui a choisi l'exil et la pauvreté à ses côtés, erre désormais dans leur appartement londonien comme un fantôme. Celle qui jadis recevait les radicaux européens dans son salon tout en vendant discrètement l'argenterie familiale peut à peine monter les escaliers sans être essoufflée. Marx relit ses vieilles lettres lorsqu'il ne parvient pas à dormir. Les notes passionnées de leur jeunesse. Celles, frénétiques, de leurs premières années d'exil. Et elle fait semblant de ne pas remarquer les mouchoirs tachés de sang qu'elle cache dans son panier à couture. Le travail devient son refuge. Les gardiens du British Museum se sont habitués à voir le vieux révolutionnaire hirsute boiter jusqu'à son siège habituel, marmonnant entre ses dents à propos de cet idiot de Buna. Le deuxième tome du Capital demeure à l'état d'ébauche, ses pages formant un mélange chaotique de formules économiques et de notes marginales décousues. Typique des inepties bourgeoises. Il est devenu le grand homme du socialisme sans jamais avoir achevé son chef-d'œuvre. Le mouvement qui l'a inspiré continue d'évoluer sans son consentement. Les socialistes allemands remportent des sièges au Reichstag par les urnes plutôt que par des soulèvements. Les radicaux russes lui écrivent comme s'il était l'oracle de Delphes, lui demandant si les communes paysannes pourraient se passer complètement du capitalisme. Même la presse anglaise lui témoigne un respect étrange et nouveau. The Times publie un portrait le qualifiant de penseur le plus redouté d'Europe, ce qui est au moins préférable à l'indifférence. Puis vient le coup de grâce. La mort de génie en 1881. Marx est trop malade pour assister aux funérailles. Allongé dans son lit, il écoute la pluie tambouriner contre la vitre tandis qu'on enterre celle qui fut sa première éditrice, sa plus farouche défenseur et son dernier lien avec la respectabilité bourgeoise. Lorsqu'il se rend enfin sur la tombe, des mois plus tard, il s'effondre dans les bras de sa fille Elena, sanglotant si violemment que les employés du cimetière détournent le regard. Moore est mort, lui aussi, Angle le confie plus tard à ses amis. La fin survient 2 ans plus tard, dans ce fauteuil familier près du feu. Une gouvernante le trouve affalé, une page à moitié écrite sur les genoux. Encore une note sur la paysannerie russe. Le certificat de décès mentionne une bronchite et une pleurésie. Mais tous ceux qui le connaissaient savaient la véritable cause. 40 années d'exil, de deuil et de journées de travail de 16 heures finiraient par avoir raison même du révolutionnaire le plus endurci. Aux funérailles, au cimetière de Highgate, Angle prononce l'éloge funèbre devant 11 personnes. Son nom traversera les siècles, promet-il, bien que la presse londonienne évoque à peine la disparition de ce célèbre agitateur. La pierre tombale ne porte aucune mention de manifeste ni de révolution, seulement ce fameux appel final à l'action, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. De retour dans la maison vide de Maitland Park Road, Angle ouvre les cahiers redoutés. 2 volumes inachevés du Capital le fixent du regard, leur caractère presque indéchiffrable. L'héritage chaotique du critique du chaos le plus méticuleux de l'histoire. Le vieux soldat retrousse ses manches et se sert un whisky. La révolution, semble-t-il, aura besoin d'un éditeur. Chapitre 11. La carrière posthume du prophète.
L'encre était à peine sèche sur la pierre tombale de Marx que la canonisation commençait déjà. L'Europe des années 1880, gémissant sous le poids des excès du capitalisme industriel. Soudain, les pubs londoniens, les brasseries allemandes et les cercles d'études russes se retrouvèrent envahis de marxistes, ou du moins de personnes se réclamant de cette religion. Des débats enflammés éclatèrent sur la véritable signification des propos du vieil homme. Angle, désormais gardien des textes sacrés, passait ses journées à répondre aux lettres des fanatiques comme des sceptiques. Non, écrivait-il pour la 100e fois à quelques socialistes français trop zélés, Karl ne prévoyait pas que la révolution aurait lieu mardi prochain. Le mouvement laissé par Marx se désagrégeait de toutes parts, comme un costume bon marché. En Allemagne, Eduard Bernstein soutenait que le capitalisme pouvait être réformé par le Parlement, ce qui lui valut le surnom des « édiles évolutionnistes » de la part de ses camarades plus radicaux. En Russie, un jeune et fougueux penseur nommé Lénine, exilé en Sibérie, étudiait le Capital avec passion, griffonnant des notes sur la manière de se passer complètement de l'étape de la démocratie bourgeoise. Pendant ce temps, anarchistes et utopistes s'obstinaient à revendiquer l'héritage de Marx, aux grandes dames d'Angle. C'est comme regarder des enfants se partager un héritage avant même que le testament soit lu, grommelait-il. Dans les années 1890, les idées de Marx connurent l'ironie suprême, elles devinrent respectables. Les sociodémocrates allemands remportèrent de nouveaux sièges grâce à sa rhétorique. Les Fabiens britanniques le citaient lors de leurs réunions mondaines. Même quelques professeurs courageux se mirent à enseigner le Capital, en précisant toutefois généralement qu'il s'agissait d'un enseignement purement académique. Les livres qui prenaient la poussière dans les entrepôts furent alors réimprimés à de multiples reprises. Leurs marges étaient couvertes de marques au crayon, vestige de la première édition qu'Angle avait colportée comme une arnaque. Les exemplaires originaux se vendaient désormais à prix d'or. Le véritable tournant survint en 1895 avec la publication du 3e tome du Capital, un ouvrage monstrueux, assemblage de notes accumulées pendant des décennies. Les critiques s'emparèrent de ces contradictions, sans se rendre compte qu'ils s'attaquaient à un fantôme. Les théories de Marx sur l'effondrement inévitable du capitalisme semblèrent soudain moins convaincantes durant la période de prospérité économique en Europe. Le vieux taupe est devenu aveugle, s'exclama un journal bourgeois. Mais l'histoire avait une façon bien à elle de donner raison à Marx au moment même où tout le monde le croyait fini. La révolution russe de 1905, bien qu'écrasée, prouva que les ouvriers pouvaient se soulever, et la faction de Lénine en prit note avec soin. En 1914, le mouvement fut confronté à sa plus grande épreuve. Lorsque les partis socialistes européens abandonnèrent la solidarité internationale pour soutenir l'effort de guerre de leur nation, il sembla que le rêve marxien d'une unité ouvrière soit mort dans les tranchées. Mais à Zurich, un révolutionnaire audacieux, étudiant attentivement le manifeste communiste, entrevit une opportunité dans le carnage. L'impérialisme est le stade suprême du capitalisme, écrivait Lénine, donnant ainsi un nouveau souffle aux théories de Marx pour le nouveau siècle. Puis vint 1917. Lorsque les bolcheviks prirent d'assaut le palais d'hiver, ils le firent littéralement sous la bannière de Marx. Son visage ornait leurs affiches. Ses phrases emplissaient leurs décrets. L'homme qui avait passé sa vie en exil, sans le sou, était désormais le saint patron d'un État ouvrier. De retour au cimetière de Hitgat, quelqu'un déposa une couronne sur la tombe, portant l'inscription « Votre théorie est devenue réalité ». Angle, s'il avait vécu assez longtemps pour le voir, aurait peut-être pleuré ou se serait frappé le front, car ce n'était pas exactement ce qu'ils avaient imaginé. La révolution n'avait pas éclaté dans l'Allemagne industrielle et avancée, mais dans la Russie paysanne et arriérée. La dictature du prolétariat ressemblait étrangement à une dictature,
et la critique nuancée du capitalisme par Marx se muait en dogme d'État, assorti de procès pour hérésie pour quiconque l'interprétait différemment. Le pouvoir était en péril. Et personne, ni les capitalistes, ni les socialistes, et certainement pas le philosophe défunt lui-même, ne pouvait en contrôler la suite. Chapitre 12. La peur du communisme et la guerre théorique. Le XXe siècle n'a pas tant embrassé les idées de Marx qu'il ne les a violemment remises en question au grand jour. Après la révolution russe, son visage barbu a fait le tour du monde, il s'affichait d'un air sévère sur les bannières soviétiques, sur les panneaux publicitaires cubains et même dans des adaptations d'opéras chinois. Pendant ce temps, les gouvernements occidentaux développaient une nervosité palpable à chaque mention du matérialisme dialectique. La guerre froide ne se résumait pas aux missiles et aux espions. C'était le débat littéraire le plus intense au monde, qui avait viré au cauchemar. À Moscou, Marx devint moins un penseur qu'une icône sacrée. L'Institut de marxisme-léninisme employa des centaines d'universitaires pour produire des éditions définitives de ses œuvres et des interprétations définitives. Malheur à celui qui oserait suggérer que le capital puisse contenir la moindre contradiction. Staline, peu réputé pour sa patience intellectuelle, en conservait, dit-on, un exemplaire bien en vue près de son lit, même si l'on ignore encore s'il le lisait réellement ou s'il s'en servait simplement pour écraser des insectes. L'Occident réagit avec autant d'hystérie que d'appropriation. Des agents du FBI infiltrèrent des groupes d'études marxistes dans les universités, pour découvrir qu'il s'agissait principalement d'étudiants se disputant sur l'aliénation autour d'un mauvais café. Hollywood produisit en masse des films de propagande anticommuniste où des capitalistes à la mâchoire carrée sauvaient les travailleurs des méchants bolcheviks, sans jamais se rendre compte à quel point cela confirmait parfaitement les théories de Marx sur l'idéologie au service du pouvoir. Même Disney s'y mit, produisant un court-métrage d'animation où un joyeux écureuil américain déjouait les plans d'un hibou marxiste et sombre. Pourtant, certaines des réflexions les plus intéressantes vinrent de penseurs pris au piège entre ces deux extrêmes. Dans une prison italienne, Antonio Gramsci remplissait des carnets de théories sur l'hégémonie culturelle. Comment les classes dirigeantes maintiennent le pouvoir non seulement par la force, mais aussi en contrôlant ce que l'on appelle le bon sens. En Allemagne, l'école de Francfort réinventa la critique marxiste pour l'ère de la radio et de la publicité, tout en évitant soigneusement d'évoquer le renversement de gouvernement. Leur succès leur valut d'être dénoncés à la fois par les staliniens et par les macartistes. Un rare cas de désapprobation bipartisane. Dans les années 1960, les idées de Marx quittèrent les cercles universitaires et les bureaux de vote. Des étudiants français inscrivirent ces citations sur les murs parisiens lors des événements de mai 1968. Les Black Panthers distribuèrent des exemplaires du manifeste du Parti communiste lors des émissions matinales. Même les économistes les plus reconnus admiraient à contre-cœur qu'il avait eu raison concernant les cycles d'expansion et de récession du capitalisme, même s'il s'était trompé sur son effondrement imminent. Comble de l'ironie, des firmes de Wall Street commencèrent à embaucher des analystes marxistes pour prédire la prochaine crise, prouvant une fois de plus que le capitalisme pouvait tout marchandiser, même ses propres fossoyeurs. Malgré tout, les vieilles divisions persistèrent. Les marxistes du bloc soviétique rejetaient les révisionnistes occidentaux, les qualifiant d'apologistes de la bourgeoisie. Les marxistes occidentaux, quant à eux, raillaient les dogmatiques soviétiques qui, selon eux, avaient érigé la théorie en religion d'État. Enfin, les travailleurs, ceux-là même dont Marx parlait, trouvaient souvent les deux camps tout aussi incompréhensibles. Le prophète, qui avait prédit que l'histoire serait décidée par la lutte des classes, aurait peut-être trouvé amusant de la voir dégénérer en querelles académiques et en guerre de propagande. Ou peut-être se serait-il contenté de soupirer, d'allumer un autre cigare et de se remettre au travail. Après tout,
les contradictions s'accumulaient plus vite que quiconque ne pouvait les analyser. Chapitre 13. Marx devient viral. Le XXIe siècle était censé enterrer Marx pour de bon. Avec la dissolution de l'Union soviétique et l'adoption par la Chine d'un socialisme aux accents capitalistes, même ses plus fervents partisans commencèrent à mettre à jour leur CV avec une certaine appréhension. Mais l'histoire, cette dialecticienne rusée, en avait décidé autrement. À l'aube du nouveau millénaire, le vieux théoricien orchestra un retour si improbable qu'il ferait rougir un producteur hollywoodien, non pas en tant qu'icône révolutionnaire, mais en tant que saint patron des millénials désabusés, des travailleurs indépendants surmenés et de tous ceux qui ont un jour contemplé leur note Uber avec une angoisse existentielle. La grande récession de 2008 marqua le retour inattendu de Marx. Alors que les banques de Wall Street s'effondraient et que les gouvernements renflouaient les milliardaires, un phénomène singulier se produisit. Les ventes du capital bondirent de 400%. Soudain, des manifestants d'Occupy Wall Street aux professeurs d'économie désemparés, tous se retrouvèrent à feuilleter les mêmes ouvrages obscurs et archaïques, oubliés depuis des décennies. L'ironie était savoureuse. Les mêmes institutions financières dont Marx avait prédit l'autodestruction orientaient désormais, sans le vouloir, les lecteurs vers ses travaux. Les librairies constataient que des cadres achetaient des exemplaires sous couverture marron sobre, à la manière des gentlemen victoriens acquérant des romans français érotiques. Le monde universitaire connut sa propre métamorphose marxiste. Les départements d'études de genre disséquèrent la théorie de la reproduction sociale, qui change toutes ses couches et prépare tous ces repas qui permettent aux travailleurs de rester en bonne santé et de travailler. Les scientifiques de l'environnement appliquèrent son concept de rupture métabolique au changement climatique. Même les écoles de commerce, ces temples du capitalisme, admirait à contre-cœur que son analyse des cycles de croissance et de récession pouvait avoir du mérite, tout en évitant soigneusement d'évoquer le renversement du système, l'ultime affront. Les lauréats du prix Nobel d'économie se mirent à utiliser avec désinvolture des termes marxistes comme le fétichisme de la marchandise lors des cocktails de Davos, aux grandes dames de leurs hôtes, les gestionnaires de fonds spéculatifs. Hollywood, jamais avide de subtilité, transforma ces thèses en tests de choc culturel. Les films de super-héros mettaient en scène des PDG maléfiques citant le capital entre deux monologues diaboliques. Les séries prestigieuses dépeignaient les professeurs marxistes soit comme des héros de la vérité, soit comme des radicaux dérangés, selon les chaînes. La résistance piquante apparut lorsqu'une plateforme de streaming donna son feu vert au Marx and Angle Variety Hour, une émission de sketchs humoristiques surréalistes qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait à rendre drôle l'accumulation primitive. Les critiques la comparèrent au Monty Python, en référence à la théorie du The Bro Said. Puis vint Internet, où Marx trouva sa véritable renaissance numérique. Les mèmes sur le capitalisme tardif proliférèrent, juxtaposant le toast à l'avocat à $15 à des images d'hospice victorien. Des vidéos TikTok expliquaient la théorie de l'aliénation à travers des sketchs sur la culture des influenceurs. Quelqu'un créa même une critique marxiste des crypto-monnaies si pertinente qu'elle devint virale avant l'inévitable éclatement de la bulle NFT. La révolution n'était peut-être pas télévisée, mais elle était assurément commentée en direct sur Twitter. Le lieu de travail devint le champ de bataille le plus inattendu de Marx. Dans les salles de pause des entreprises technologiques de la Silicon Valley, des travailleurs créèrent des groupes de lecture marxistes. Les employés des entrepôts d'Amazon faisaient circuler des exemplaires usés du Capital, accompagnés de tracts syndicaux. Même Wall Street s'y mit. Les fonds spéculatifs engagèrent des analystes marxistes pour prédire la prochaine crise, prouvant ainsi que le capitalisme pouvait marchandiser absolument tout, même ses propres fossoyeurs. Le moment le plus surréaliste fut celui où les employés d'une start-up berlinoise se syndiquèrent grâce à une application baptisée «
conscience de classe 2.0, avec notification push sur l'extraction de la plus-value. Tout au long de ce processus, le spectre de Marx sentait les contradictions de la vie moderne. Son visage ornait tout, des vêtements de luxe aux banderoles de manifestation. Ses phrases étaient reprises aussi bien par les radicaux chevronnés que par les robots de trading algorithmique. Le système qu'il avait cherché à renverser l'avait au contraire absorbé, transformant la critique révolutionnaire en simple marque de mode. Selon le point de vue, il s'agissait du triomphe ultime du capitalisme ou de sa plus savoureuse contradiction. Alors que les années 2020 s'écoulaient, face à la menace d'une catastrophe climatique et à des inégalités atteignant des sommets inégalés, les questions de Marx semblaient plus urgentes que jamais. Les réponses, cependant, restaient aussi insaisissables qu'en 1848. Une chose était sûre, la vieille taupe de l'histoire continuait de creuser, et cette fois, elle avait accès au Wi-Fi. L'homme qui avait jadis écrit dans un quasi-isolement aurait été stupéfait de voir ses idées débattues par des millions de personnes en ligne, même s'il aurait probablement détesté la publicité. Chapitre 14. Le fantôme dans la machine à théorie. Malgré son génie, Marx a laissé derrière lui un véritable champ de mines de questions sans réponse et de conséquences imprévues. Un engin explosif improvisé révolutionnaire, capable d'exploser là où on l'attend le moins. Celui qui percevait les failles du capitalisme avec une lucidité implacable n'a pourtant pas vu venir la montée du nationalisme, ni comment la société de consommation absorberait toute dissidence, ni comment ses propres formules seraient instrumentalisées par des régimes qu'il aurait pu mépriser. Le XXe siècle a mis ces théories à rude épreuve, laissant derrière lui une série de paradoxes qui continuent de nous hanter aujourd'hui. Prenons, par exemple, la dictature du prolétariat, peut-être l'expression la plus malheureuse de Marx. Ce qu'il envisageait comme une démocratie ouvrière temporaire est devenu, dans les faits, une justification pour les États à parti unique, de Moscou à Pyongyang. Les résultats furent si sinistres qu'ils firent même s'indigner les marxistes les plus convaincus. Des procès-spectacles furent menés au nom du matérialisme dialectique, des goulags furent justifiés par des programmes de rééducation et des plans quinquennaux n'atteignirent jamais leur 6e année. Ironie amère, ces prétendus États marxistes ressemblaient souvent aux pires excès du capitalisme industriel, exploitation, hiérarchie et obsession des objectifs de production, le tout agrémenté de davantage de slogans et d'une mode plus outrancière. Il y avait ensuite l'angle mort de Marx concernant le nationalisme. Celui qui affirmait que les ouvriers n'avaient pas de patrie n'avait pas anticipé la facilité avec laquelle l'identité ethnique l'emporterait sur la conscience de classe. Les ouvriers polonais se rangèrent du côté des capitalistes polonais contre les socialistes russes. Les paysans vietnamiens combattirent les colonisateurs français avant de se retourner contre leur propre bourgeoisie. Même le mouvement socialiste international se fractura selon des lignes nationales au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Des marxistes allemands acclamèrent le Kaiser. Les marxistes français défendaient la République. Le prolétariat, finalement, appréciait l'existence des États. Après tout, l'adaptabilité du capitalisme s'avéra être une autre erreur d'appréciation. Marx supposait que le système s'effondrerait sous le poids de ses propres contradictions, et non qu'il apprendrait à tirer profit de ces mêmes contradictions. Cette aliénation qu'il dénonçait devint une stratégie marketing, des expériences authentiques, vendues à des employés de bureau en quête de sens. La marchandisation qu'il analysait s'étendit désormais à l'esthétique révolutionnaire elle-même, avec le visage de Chevara sur des t-shirts et Das Kapital transformé en livre de table basse design. Même la lutte des classes fut embourgeoisée. Des militants de Brooklyn, utilisant le hashtag résistance numéro, sirotaient des lattes à $8. Plus surprenant encore, Marx sous-estima à quel point le capitalisme pouvait corrompre des pans entiers de la classe ouvrière. Au milieu du XXe siècle,
les ouvriers des usines occidentales troquèrent leur ferveur révolutionnaire contre des maisons de banlieue et des téléviseurs couleur. Ce qu'un théoricien marxiste appelait amèrement le prolétariat devint petite bourgeoisie sans pour autant cesser d'être prolétarien. Les dirigeants syndicaux négocièrent de meilleurs salaires tout en laissant le système intact. Le sujet révolutionnaire sur lequel Marx fondait ses espoirs semblait s'évanouir au moment même où les contradictions s'accentuaient. Pourtant, malgré toutes ces lacunes, les intuitions fondamentales de Marx ressurgissaient sans cesse, telles des réminiscences refoulées. Chaque crise financière ravivait l'intérêt pour son analyse de l'instabilité du capitalisme. Chaque nouvelle technologie, des chaînes de montage aux algorithmes, engendrait de nouvelles vagues d'aliénation. Même sa prédiction, si souvent moquée, sur la tendance du capitalisme au monopole s'est révélée prophétique, les géants de la technologie engloutissant des secteurs entiers. Les vieilles contradictions ressurgissaient sans cesse sous de nouvelles formes, comme dans un jeu de tape-taupe idéologique. Le plus grand témoignage de l'héritage de Marx réside peut-être là. Après 150 ans de prédictions erronées, de régimes brutaux invoquant son nom et des incessantes réinventions du capitalisme, le débat à son sujet n'en finit pas. Les conservateurs lui reprochent tout, du postmodernisme à la piètre qualité de la poésie universitaire. La gauche s'interroge sur la pertinence de ses idées. Même les centristes admettent à contre-cœur qu'il a mis le doigt sur des problèmes qu'il tente encore de résoudre par de simples ajustements politiques. Le théoricien qui voulait changer le monde est devenu un miroir, reflétant nos peurs et nos espoirs. Finalement, la contribution la plus durable de Marx réside peut-être dans les questions qu'il a laissées sans réponse. Comment construire une économie juste sans créer de nouvelles oppressions ? La technologie peut-elle libérer les travailleurs au lieu de les surveiller ? La dignité collective est-elle possible sans anéantir la liberté individuelle ? Ce ne sont pas de simples énigmes théoriques. Ce sont les fils conducteurs qui alimentent chaque mouvement de protestation, chaque débat politique et chaque discussion nocturne entre étudiants. Aujourd'hui, le révolutionnaire d'antan n'aurait peut-être pas les solutions, mais il a su cerner les problèmes avec une clarté terrifiante. Et à l'ère de la crise climatique, du contrôle algorithmique et des inégalités criantes, ces problèmes ne sont pas près de disparaître. Chapitre 15. Des traces à l'ère des maîtres algorithmiques. Si le vieux révolutionnaire devait se matérialiser dans notre monde aujourd'hui, peut-être invoqué par la frustration collective des travailleurs indépendants ou la lueur étrange des fermes de minage de crypto-monnaies, il verrait ses prédictions les plus folles comme ses pires cauchemars se réaliser à parts égales. Le XXIe siècle est devenu une version déformée et erronée de ces prophéties. Des milliardaires s'élancent dans l'espace tandis que leurs employés peinent à se procurer de l'insuline. L'intelligence artificielle menace de rendre le travail humain obsolète. Et le changement climatique prouve que les externalités du capitalisme pourraient bien nous anéantir. Les contradictions qu'il a mises en lumière restent irrésolues. Elles se sont métastasées en des formes plus étranges et plus virulentes. Prenons l'exemple du monde du travail moderne. Marx a écrit sur l'aliénation dans les usines victoriennes. Mais même lui n'aurait pu imaginer le détachement surréaliste du travail numérique actuel. Le chauffeur Uber noté en dessous de 4,8 étoiles. Le modérateur de contenu traumatisé par le filtrage de vidéos de décapitation pour un salaire minimum. Dans les entrepôts Amazon, les pauses toilettes des employés sont chronométrées par des algorithmes qui n'ont besoin ni de sommeil ni de soins médicaux. L'exploitation est devenue si abstraite que les travailleurs ne voient souvent jamais leurs employeurs, seulement des applications, des statistiques, de temps à autre, une notification passive-agressive venue du néant. L'usine est dans votre poche. Le contremaître est une IA et le prolétariat est désormais considéré comme une main-d'œuvre indépendante. S'ajoute à cela le spectacle de la consommation moderne, de quoi donner le tournis à Marx.
Ces mêmes travailleurs, exploités par le capitalisme tardif, se noient dans ces conforts bon marché, contenus en streaming à profusion pour anesthésier le stress de l'emploi précaire, et mode éphémère pour masquer la stagnation des salaires. Les défis viraux détournent l'attention de l'érosion des droits des travailleurs. L'aliénation est devenue une marchandise et nous est revendue sous l'appellation de bien-être. Même les aspirations révolutionnaires sont réemballées. Les activistes luttent contre le système, avec leurs slogans imprimés sur des t-shirts fabriqués dans des ateliers clandestins. Le manifeste anticapitaliste est disponible en livraison express. Le changement climatique constitue la confirmation la plus brutale de la clairvoyance écologique de Marx. Son concept de rupture métabolique, soit la tendance du capitalisme à rompre le lien entre l'humanité et la nature, semble préfigurer notre crise actuelle. Ce même système qui considère les travailleurs comme jetables traite aussi la planète comme une ressource inépuisable et une décharge sans fond. L'ironie, c'est que ceux qui en subissent les conséquences les premiers et les plus durement sont précisément les communautés ouvrières que Marx a défendues, tandis que la classe des milliardaires construit des bunkers anti-apocalypse en Nouvelle-Zélande. Pourtant, malgré cette confirmation désespérante de ces théories, notre monde déconcerterait Marx sur des points essentiels. La classe ouvrière s'est fragmentée en une multitude d'identités et d'intérêts. Les usines traditionnelles ont cédé la place au travail à la tâche via des applications, rendant l'action collective plus difficile à organiser. La notion même de travail s'estompe. Un créateur de contenu TikTok est-il un travailleur ou un micro-entrepreneur ? Un programmeur qui entraîne des modèles d'IA est-il un prolétaire ou un rouage de la machine ? Plus surprenant encore, Marx serait sans doute stupéfait par la victoire culturelle du capitalisme. Son postulat selon lequel la misère mènerait inévitablement à la révolution ne tenait pas compte de la facilité avec laquelle le mécontentement pouvait être canalisé vers le consumérisme et les guerres culturelles. Les mêmes algorithmes qui exploitent les travailleurs les abreuvent également de distractions personnalisées. La colère qui aurait pu nourrir la conscience de classe est détournée vers des joutes partisanes. Le système a appris à nous vendre la corde comme un accessoire de créateur en édition limitée. Et pourtant, dans les failles de ce système, l'esprit de Marx continue de hanter les esprits. On le voit dans les efforts de syndicalisation chez Starbucks et Amazon, les associations de locataires, la lutte contre les hausses de loyers algorithmiques et le mouvement grandissant pour la semaine de 4 jours. Il ne s'agit pas de révolution à proprement parler, mais elle prouve que les tensions sous-jacentes qu'il a identifiées n'ont pas disparu. Elles ont simplement revêtu de nouveaux déguisements. La dernière surprise du vieil homme pourrait bien être la suivante. Les applications les plus radicales de ces idées ne viennent pas de révolutionnaires politiques, mais de scientifiques et de philosophes. Des écologistes utilisent ces théories pour concevoir des économies durables. Des technologues explorent des plateformes post-capitalistes fondées sur la coopération plutôt que sur l'extraction des ressources. Des économistes féministes élargissent son analyse pour y inclure le travail de soins non rémunérés. Après avoir été récupéré et déformé pendant des siècles par les mouvements politiques, le plus grand héritage de Marx réside peut-être dans son rôle d'outil pour diagnostiquer notre présent et imaginer des futurs au-delà des limites de notre système actuel. Face à la catastrophe climatique, aux bouleversements liés à l'IA et à l'explosion des inégalités, la question fondamentale de Marx demeure plus que jamais d'actualité. Qui profite de ce système et qui en paie le prix? Les réponses évoluent sans cesse. La question, elle, persiste. Épilogue, le spectre qui hante encore les lieux. Et voici l'histoire de Karl Marx, l'homme qui a vu les rouages du capitalisme broyer les travailleurs et qui a consacré sa vie à tenter de les arrêter. Avant de vous endormir, retraçons son extraordinaire parcours à travers les méandres de l'histoire. Tout a commencé à Trèves,
où un garçon insatiable à l'esprit philosophique a grandi entre les idéaux des Lumières et l'oppression prussienne. Ce jeune Marx, brillant, contestataire et allergique à l'autorité, allait devenir le révolutionnaire qui traversa l'Europe, fuyant les journaux censurés de Cologne jusqu'au café parisien où bouillonnaient les rêves radicaux. Puis arriva Engels, le fils capitaliste qui finança la Révolution, apportant des témoignages directs des horreurs des usines qui allaient nourrir l'œuvre majeure de Marx. Ensemble, ils rédigèrent le manifeste communiste dans un élan d'inspiration. Ces célèbres vers, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », résonnèrent bien au-delà de leur exil londonien humide. À Londres, le British Museum devint la seconde demeure de Marx pendant qu'il écrivait Le Capital, ce chef-d'œuvre monstrueux, disséquant l'abîme caché du capitalisme. Imaginez-le là, le visage ensanglanté, rongé par l'angoisse, obsédé par cette question. Et si le travail n'était pas une épreuve si terrible ? L'effondrement sanglant de la Commune de Paris l'avait profondément marqué. Les luttes intestines de la Première Internationale l'avaient épuisé, par-dessus tout, les tragédies personnelles s'accumulaient. Des enfants morts, une épouse mourante et sa propre santé déclinante. Pourtant, même dans ces dernières années, Marx n'a cessé de réviser, de repenser et de s'insurger contre un système qu'il considérait comme fondamentalement injuste. Après sa mort, l'histoire s'est emparée de ses idées et les a exploitées sans retenue. Lénine les a instrumentalisées en Russie. La guerre froide les a transformées en propagande. Aujourd'hui, son influence se fait sentir dans les luttes syndicales, la crise climatique et la colère sourde des travailleurs indépendants qui consultent leurs notes Uber à 2 heures du matin. Alors, pourquoi Marx est-il important ce soir ? Parce que vous somnoliez après une double journée de travail ou que vous vous demandiez simplement pourquoi le loyer engloutit tout votre salaire, sa question centrale demeure. Qui profite de ce système et qui en paie le prix ? Les réponses se précisent encore. Maintenant que la flamme de l'histoire s'éteint, laissons notre empreinte là où nous l'avons trouvée. Dans ce coin tranquille du British Museum, griffonnant frénétiquement, il poursuivait un monde plus juste, page après page. Le reste, cher auditeur, dépend de nous. Si ces voyages dans l'histoire vous aident à vous détendre, faites-nous plaisir. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Que vous a particulièrement marqué dans l'histoire de Marx ? Qui devrions-nous explorer ensuite ? Maintenant, fermez les yeux, laissez ces idées vous emporter, et nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle histoire. Faites de beaux rêves.